Real Madrid, Séville, 18e journée de la Liga, dernier match de 2025 pour le Real Madrid au Santiago Bernabéu et avec un Barça Atlético en face ce week-end. Une victoire serait la bienvenue, n'est-ce pas, Rota? Effectivement, une victoire combinée à aller peut-être un match nul dans l'autre duel que tu viens de citer. Ce serait parfait, mais effectivement, le Real doit déjà l'emporter face à Séville pour bien finir cette année civile et repartir sur la deuxième partie de saison comme on l'espère, comme on l'a déjà dit et répété, avec un Real Madrid encore meilleur, bien meilleur même, pour poursuivre nos objectifs de remporter tous les titres, comme toujours. Hmm. Tu vois quoi comme résultat là, entre le Barça et l'Atlético? C'est compliqué à analyser parce que de manière générale, le Barça a toujours l'avantage dans ses duels face à l'Atlético. Maintenant, le Barça est pas très en forme à domicile et surtout l'Atlético est très en forme tout court. Donc moi, je vois bien les Colchoneros leur poser beaucoup de problèmes. Après, le résultat, c'est compliqué à prévoir, mais tu vois, il y a pas Lamine Yamal non plus côté Barça. C'est clairement le meilleur joueur, il y a sans aucun doute. Lewandowski un petit peu en méforme, qui se fait critiquer. Tu vois, il y a tous les signaux qui laissent à penser que l'Atlético peut finir l'année comme il est en train d'avoir fait un mois de décembre incroyable sur la même lignée en tous les cas avec un résultat positif. Donc, si j'avais une petite piécette à mettre en pari, je mettrais une victoire de l'Atlético. Ouais. Hmm. Bon, nous parlons de Séville, on reparlera peut-être un peu plus de la Liga après. Séville qui est 11e de la Liga là au moment où on parle. 22 points au compteur, 6 victoires, 3 matchs nuls et 7 défaites, 18 buts marqués, 23 buts encaissés. Si je te disais pas que j'étais en train de te parler de Séville, bon toi tu suis la Liga donc évidemment que si, mais t'aurais pu me dire que je suis en train de te donner les stats aussi du Rayo Vallecano, hein. Ouais, c'est ça. Après, Séville est dans une vraie période de transition et même déjà l'an passé, c'était le cas. L'an passé, ils font une très mauvaise saison aussi. C'est un peu aussi, enfin, pour cette raison-là que Ramos n'a pas poursuivi son rêve de terminer sa carrière à Séville parce que finalement, il y avait beaucoup de problèmes en interne. Il y a des problèmes sportifs forcément parce que l'équipe n'est plus aussi compétitive qu'elle a pu l'être par le passé. On parle quand même d'une équipe qui a remporté, je crois, 6 ou 7 Europa League, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un grand d'Europe, tout simplement. On peut le dire, on peut le considérer comme ça. Mais c'est plus du tout ce Séville-là. Il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup de changements. Mais je trouve quand même que depuis un petit mois, là, un bon mois même, ils retrouvent plus d'équilibre. Il y a vraiment de l'amélioration. Il y a un projet qui est quand même en train de se mettre un petit peu en route. Ça prend un peu de temps forcément parce que Séville, bah, c'est pas le Real, le Barça ou l'Atlético, c'est pas un immense d'Espagne qui peut, bah, quand il perd des joueurs majeurs, compenser avec des achats ultra intéressants. Mais ils ont quand même des scouts qui arrivent à dénicher quelques pépites et ça fait que ça reste un club compétitif. Je pense qu'ils feront une meilleure deuxième partie de saison parce que c'est vrai que les voir 11e, c'est un peu bah, bizarre, hein, forcément, c'est le FC Séville quand même. Mais je pense qu'ils feront une meilleure deuxième partie de saison parce que je trouve qu'ils ont une bonne dynamique en tout cas. Et du coup, pour en conclure là-dessus, ça va être un match pas si simple que ça, je pense, dimanche. Ouais, je regardais un peu leur résultat, c'est quand même une équipe qui n'existe pas dans les grands rendez-vous, j'ai envie de dire, sur ce début de championnat. Au début, j'allais te dire, attention, il y a quand même eu ce 4-3 là, face à l'Atlético, ils perdent 4-3 et c'est Griezmann qui marque à la 94e. Alors j'avoue que j'ai pas vu le match, donc je saurais pas exactement dire ce qui s'est passé. Après, j'ai regardé quand même un peu les stats un peu plus en Moi, je l'ai profondeur. vu. La Séville, c'est trois, j'ai vu 3 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été chirurgicaux, tout simplement. Maintenant, ils ont fait l'immense erreur, surtout au troisième but, de reculer comme. Enfin, c'est même pas de reculer, c'est de refuser le jeu totalement. Et franchement, j'ai même regardé, je m'en souviens, hein, c'était il y a quoi, il y a 2, 3 semaines, je sais même plus. 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines peut-être, mais j'ai regardé la cote de l'Atlético tellement je sentais qu'ils pouvaient les taper. Ils avaient une cote de 16. Bon, j'ai pas eu les cojones de les jouer, mais tu le sentais. Franchement, tu le sentais. En tous les cas, le match nul, tu sentais qu'il pouvait arriver. L'Atlético a fait un siège monstre pendant plus d'une trentaine de minutes. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé finalement. Donc oui, Séville faisait pourtant le coup parfait, mais c'est une équipe qui, quand elle ne fait que défendre, donc c'est un peu sur quoi devra se reposer le Real Madrid, obliger cette équipe à défendre et la priver de ballon. Je pense que si tu parviens à ça, défensivement, c'est compliqué pour eux. Il faut surtout pas leur laisser de liberté. Si tu leur laisses de la liberté, forcément, c'est une équipe qui arrive à opérer en contre, qui a forcément quelques qualités individuelles. Je pense notamment à Luque Bacchio, qui est un joueur, vraiment un joueur très très fort. Je pense que si tu les sevres de ballon, tu n'auras pas de mal dans ce match.
voilà, maintenant, attention tout de même à l'efficacité de nos adversaires et notre manque d'efficacité à nous. Ça pourrait aussi nous rendre la tâche difficile. Mmh. Bon après c'est défaite face à Villarreal, défaite face à Girona, ils prennent 5-1 face au Barça, défaite contre la Real Sociedad aussi. L'Atlético, leur meilleur résultat presque, c'est du un partout face à l'Athletic Club. Donc ils ont quand même vraiment du mal face aux, on va dire, aux grosses écuries du championnat sur cette première partie de saison. Je regardais aussi, ils ont vendu un paquet de joueurs aussi hein, cet été. Je te disais, le turnover, ouais. En-Nesyri qui est parti, Ocampos qui est parti, Acuna qui est parti, il y a Navas qui vient aussi de s'arrêter. Et c'est vrai que Ramos. Ramos évidemment, et en contrepartie, bah, en fait ils ont fait ils ont pas fait une seule recrue à plus de 5 millions d'euros, juste deux joueurs qui ont été cherchés à 4 millions d'euros chacun, c'est Agoumé et Fernandez. Ensuite c'est que des joueurs libres ou en prêt, hein. Ouais, c'est ça. Je te dis, la transition, le turnover est compliqué, mais c'est aussi dû à une saison dernière qui était pas top. Donc forcément, les gros salaires, les gros joueurs sont allés voir ailleurs parce que je pense qu'ils ont senti un petit peu cette dynamique négative. Ça commence à reprendre dans le jeu, comme je le disais, mais ça va aussi mettre un peu de temps. Moi, je les vois mieux sur cette seconde partie de saison. Je pense qu'ils finiront évidemment bien, bien devant cette 11e place. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui est en reconstruction, c'est une équipe qui mise sur les jeunes aussi. C'est souvent une équipe quand même, Séville, c'est un peu les spécialistes, tu vois, des joueurs, enfin c'était le club qui allait chercher énormément de joueurs de Ligue 1. Les joueurs français, ils adorent ça. Les Mm. joueurs de Ligue 1, ils adorent ça. Séville, vraiment, historiquement, c'est un truc de fou. Là, ils commencent à essayer de former, eux, des propres joueurs. Donc, voilà, il y a eu pas mal de choses en interne. Je pense qu'il y a aussi peut-être un peu moins de moyens financiers, tout simplement, ce qui explique un petit peu les mouvements transferts que tu viens d'annoncer. Et donc la transition, elle va mettre un petit peu de temps à se faire. Je pense qu'on ne reverra pas forcément de sitôt une équipe compétitive en Europe comme on a vu du côté du FC Séville. Mais je pense que voilà, ils peuvent sur 3, 4, 5 ans peut-être monter un projet qui soit intéressant. Maintenant, à l'heure actuelle, évidemment, c'est une équipe qui doit être battue par le Real Madrid parce qu'on a une qualité individuelle et collective qui doit être, en théorie, bien au-dessus d'eux. Mm. Bon, en tout cas, c'est 8 victoires sur les 9 derniers matchs au Bernabeu pour le Real Madrid. La dernière contre-performance pour le Real, c'est 2 buts partout en 2021. Et tu sais qui c'est qui égalise? 2021, Mm. On fait 2 partout au Bernabeu, hein. Eden Hazard. incroyable ça. Ah, mais Je ne m'en souvenais absolument plus. franchement, ouais, franchement, j'ai même pas le souvenir du but pour le coup. Ah, s'il y en a pareil, et je suis même pas allé revoir. Mais curiosité, tiens, peut-être d'aller voir c'était quoi son but, Mhm. parce que ça Grave. ressemble quand même à l'un de ces moments, l'un de ces bons moments avec le Real Madrid, bref. Un des rares. Ouais. Côté Real Madrid, on vient de valider donc notre cinquième trophée de la saison. Carlo Ancelotti a répété plusieurs fois qu'il fallait être vivant à Noël. On l'est, et on le saura quoi qu'il arrive à l'issue de ce week-end. Mais il y a quand même clairement un scénario où tu pars en vacances en tant que leader, hein. Comme on l'a dit, il y a un Barça Atlético en face, Atlético Barça pour être tout à fait juste. Et j'ai même envie de dire que c'est le Barça qui est celui qui a le plus à perdre dans cette journée, parce que bah, tu as les deux Madrid qui peuvent passer devant, et tous les deux en plus, à l'issue de cette journée, auront un match de retard de moins par rapport au Barça, hein. Ouais, déjà psychologiquement, parce que tu te dis que le Barça peut passer troisième, ouais, par exemple, potentiellement, donc provisoirement. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que déjà, ils sont sur une mauvaise dynamique. On en a parlé. Une victoire sur les 6 derniers matchs de Liga. Si tu ne gagnes pas là, tu serais sur une victoire sur les 7 derniers matchs. C'est vraiment, vraiment faible. C'est pas du tout un rythme de champion. Mais bon, le Real n'en a pas non plus un en ce moment. C'est plus l'Atlético qui surfe là-dessus. Et c'est aussi l'Atlético qui ferait la bonne opération. Maintenant, attention, il y a énormément de matchs aussi en janvier. On l'a vu. Il y a la Coupe du Roi qui va être là pour tout le monde, même si l'Atlético l'a déjà joué. Et forcément, beaucoup de matchs de Liga, il y a l'Europe qui va se mêler à tout ça. Donc les cartes peuvent être redistribuées encore une fois en janvier. Donc on ne peut pas tirer de conclusion à partir du moment où les trois équipes se tiennent quand même dans un mouchoir de poche. Ça peut avoir une incidence, mais ce qui me préoccupe plus, enfin me préoccupe, c'est un grand mot parce que j'en ai rien à taper, mais ce qui devrait être préoccupant pour le Barça, c'est plutôt la blessure de Lamine Yamal qui, tu vois, comme on dit en Espagne, pinta mal, parce que c'est un peu, tu vois, ça sent pas trop bon signe. C'est un peu comme Ansu Fati, c'est pas la même blessure du tout, mais c'est un peu le même syndrome de se dire est-ce qu'on n'a pas fait démarrer ce joueur trop tôt? Est-ce qu'il n'a pas trop enchaîné? Il a une blessure où les médecins sont pas super optimistes sur un retour rapide, en tous les cas à 100%.
attention, parce qu'un Barça sans Lamine Yamal, c'est pas le même Barça du tout, et le Barça est déjà un petit peu en perte de vitesse là. Et ça peut tout de suite être compliqué. Mais comme tu l'as dit, finalement, le Real se bat déjà contre lui-même. Et puis le Barça, c'est peut-être pas finalement en Liga cette saison le plus dangereux. Il y a l'Atlético, donc il n'y aura pas qu'un adversaire, il y en a plusieurs. Et il faut rester attentif et forcément enchaîner les victoires. Non, non, mais je trouve vraiment que le Barça a beaucoup à perdre parce que même si tu dis que oui, le mois de janvier, tout ça, le Barça peut quand même se retrouver début janvier avec 5-6 points de retard sur les deux clubs de Madrid si ça venait à perdre ce week-end. Parce que si le Real, là, t'as 2 points de retard sur le. Non, 1 point de retard sur le Barça, ou deux, je dis une bêtise, je sais plus. Bref, 38, 38, 37, ouais. ok, bon, bah si tu gagnes et tu gagnes après contre Valence aussi, bah tu prends 5 points d'avance. L'Atlético, ils peuvent leur mettre 6 points s'ils gagnent directement face à eux, plus derrière, ils gagnent leur match de retard. Alors après, attention, on est toujours dans les 6, parce que les matchs de retard, il faut les gagner, évidemment. On s'entend, mais attention, attention. Ouais, mais là où il y a un petit avantage, hein, tu vois, c'est que le Barça est deuxième de Ligue des Champions. Il peut quand même se passer d'éventuellement 2 matchs de plus par rapport à nous. Et l'Atlético est à 1 point des 8 premiers. Et là, je viens de vérifier rapidement. Ils ont un match contre Leverkusen chez eux et un déplacement à Salzbourg. C'est pas ce qu'il y a de plus non plus dur à négocier, donc ils peuvent aussi être dans les 8. Ça peut quand même jouer, tu vois, tu vois, le Real s'est déplacé. Là, tu rejoues Séville, tu vas enchaîner 9 matchs en janvier. C'est pour ça que ça va pas se décider maintenant, mais évidemment que le Barça a quand même tout à perdre, être sur une mauvaise dynamique, surtout qu'il y a une trêve qui est très courte. Donc en ça, tu as raison. Mais voilà, moi, je tire pas trop de conclusions sur ça. Là, tu vois, il y a 38, 38 et 37 points pour les 3 équipes. C'est dans un mouchoir de poche. Fin janvier, je pense que les comptes pourraient être bien différents encore. Donc, faut y aller piano, quoi. Oui, oui, bien sûr, évidemment. On dit que le Real doit être en vie, le Barça sera aussi en vie quoi qu'il arrive ce week-end, même s'il venait à perdre et que les deux Madrid gagnent, évidemment. Bon, pas de Vinicius pour ce dernier match de l'année, ni les blessés après habituels, on connaît, Ferland Mendy plus ceux qui ont les ligaments croisés qui reviennent tranquillement, enfin surtout pour David Alaba, dont le retour est le plus proche, mois de janvier, je répète. L'absence du Brésilien, naturellement, c'est une mauvaise nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle avant ce match. Ah bah, le meilleur joueur du monde qui est blessé, c'est forcément une mauvaise nouvelle, c'est sûr. Tu pas cru m'entendre dire ça il y a 5 ans de Vinicius, hein, Tom, mais mais c'est le cas actuellement. Bien sûr. J'ai encore franchement, j'ai encore en tête, ce qu'il fait sur le sur le but d'Mbappé en finale, de mercredi. C'est n'importe quoi, franchement, c'est en ça, en fait, il est totalement différent et c'est le meilleur joueur du monde actuel. Ah, pour faire ce qu'il a fait, ce type de geste, il faut avoir une confiance incroyable et être en super forme, c'est son cas. Et forcément, Vinicius qui n'est pas là, ça change beaucoup de choses. Le Real peut et doit s'en sortir sans lui, mais forcément, c'est un atout majeur en moins, donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Mm, mm. Que ferais-tu justement pour le remplacer? Tu fais quoi devant là? Est-ce que tu repasses? Est-ce que tu mets Mbappé à gauche? Tu fais quoi? En tout cas, c'est ce que va faire Ancelotti, je suppose. Je suppose qu'il va mettre Mbappé à gauche. Ouais, je pense. Moi, je le vois pas mettre Rodrigo. Je pense qu'il va mettre Mbappé à gauche. Il en parle déjà de le faire jouer même quand Vinicius est là. Donc en théorie, je pense qu'il le mettra à gauche, qu'il mettra Rodrigo et qu'il insérera très certainement un Brahim Diaz. Je pense qu'il maintiendra une attaque à 3. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois en tout cas. Moi, j'allais te dire, moi, ce que moi je propose à titre perso, mais évidemment, je te rejoins sur le fait qu'à mon avis, Carlo va plutôt partir sur remettre Mbappé sur le côté gauche, sûrement Rodrigo dans l'axe et Brahim Diaz à droite, je pense. Mais moi, je laisserai Mbappé dans l'axe, parce que finalement, sur la dernière dynamique, là où il est un peu mieux, bah, c'est dans une position axiale, donc il n'y a pas nécessité, à mon avis, de le mettre sur le côté gauche, et je mets Rodrigo sur le côté gauche. Bah, moi, si tu veux mon avis perso, je fais même un truc différent, mais parce que ça, c'est même un truc qu'on a envie de faire. Je sais que toi aussi, mais on sait que Ancelotti le fera pas. Je mets Rodrigo à gauche, je mets Mbappé à droite, et dans l'axe, soit je rentre Hendrick, soit je mets un Brahim, par exemple, en faux numéro 9. C'est des choses que je tenterais. Je trouve il y aurait encore peut-être plus de capacité à déstabiliser l'adversaire, d'avoir Mbappé et Rodrigo sur les côtés en l'absence de Vinicius. Ça me semblerait plutôt bon. Rodrigo, on le sait, il a encore marqué comme ça en rentrant un petit peu, il va côté gauche, il rentre sur son pied droit, il enroule, il est très fort là-dessus. Et Mbappé à droite, on a vu que il marque sur la passe de Modric. On sait qu'il a cette capacité à forcément prendre de vitesse aussi à droite et frapper sur le côté de son bon pied.
Moi, je trouve que ce serait le plus judicieux. Après, tu incorpores soit Hendrick, mais bon, ça faut pas rêver, il le fait pas jouer 2 minutes, tu vas pas le mettre titulaire, mais tu inclus Brahim Diaz, dans l'axe, tu mets ton milieu fort et je trouve que c'est plutôt cohérent. Mais malheureusement, je pense qu'on n'aura pas droit à ça. Non, non, mais moi, même sur la dynamique actuelle, je laisse Mbappé dans l'axe, vraiment. Je mets Brahim Diaz sur le côté droit. En plus, Brahim Diaz avec Mbappé, on sait que ça s'entend bien, ça essaie de jouer ensemble. Ça peut me permettre à Mbappé d'aller un peu plus sur la droite encore. Tu laisses le côté gauche à Rodrigo. Rodrigo à gauche, on sait ce que ça peut donner aussi. Donc, moi, ça me plairait bien. Après, pour le reste, mais quoi, milieu de terrain en défense? Bah, milieu de terrain, étant donné qu'on est sur une attaque à 3, alors ce que je mets ou ce qu'il va mettre? Si c'est ce que je mets, Ce que tu mets? si c'est ce que je mets Camavinga, Ceballos, Bellingham. Je pense que Valverde, il faut qu'il souffle. À un moment donné, il faut souffler vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, Camavinga, Ceballos, j'ai envie de les voir. Et puis Bellingham parce qu'il est dans une grande forme aussi. Et Valverde, évidemment, c'est un titulaire pour moi tous les jours. Mais il faut qu'il se repose, quoi, tout simplement. Donc, mais bon, le milieu de terrain, ça sera Cama, Fede, Bellingham, à mon avis. Ah bah oui. Ah, pour maintenant, il reste un match. Et c'est pas maintenant qu'il va le faire souffler. Et même moi, du coup, ça fait 3 matchs. Je dis Valverde, faut le mettre sur le banc, faut le faire souffler, faut le faire souffler. Là, du coup, on a un match de la trêve. Bah, même moi, je te dis, bah non, Valverde, je le laisse sur le terrain. Tant pis, je le laisse sur le Non, mais il terrain. est pas bon. En ce moment, il est pas bon du tout. Donc, c'est même pas pour le faire reposer. C'est que franchement, il est tellement. Et en fait, il est pas cramé. Tu vois, j'avais le débat un peu avec mon père qui comprenait pas. Il me disait, non, mais comment le mec il peut être cramé, qu'il soit cramé à la 60e, je veux bien, mais pas depuis le début du match. Bah, si, tu peux commencer un match cramé. Je suis désolé, quand t'enchaînes tellement, tu peux commencer un match cramé. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça fait 3 matchs. Allez, peut-être 2 vraiment où ça se ressent. Il commence le match, il est cramé, il a moins de lucidité, il y a beaucoup plus de déchets. Et Valverde, c'est pas un mec qui est en dents de scie dans ses performances. S'il perd des ballons dès le début de match, c'est parce que franchement, je pense que physiquement, il n'y est pas. Mm. Donc moi, franchement, je le changerais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a, il y a, il y a aucune chance pour que Ancelotti l'enlève, c'est Non. clair. Non, non, mais en plus, c'est vrai que j'allais le dire aussi. J'allais me dire même, au-delà du fait de le faire souffler, est-ce que si tu mets pas un autre joueur qui est dans une dynamique meilleure, est-ce qu'il va pas t'apporter plus à l'équipe? Un Ceballos, évidemment, on pense. Actuellement, on pense forcément à Ceballos. Je me dis, est-ce que Ceballos, il va t'apporter plus pour l'équipe que Valverde? Bah, je te dirais oui et non, parce que les qualités des deux sont totalement différentes et qui est Valverde, même s'il perd des ballons et tout. C'est un Moi, profil. ça va rejoindre ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je te coupe, désolé. Vas-y. J'ai dit qu'il fallait sevrer ces vides ballons parce que quand c'est une équipe qui est repliée, elle n'est pas bonne. Avec Ceballos, qui conserve très très bien le ballon, avec Camavinga et Ceballos, ces deux profils-là, je ne dis pas que ce n'est pas le cas de Fede Valverde, mais on parle de Valverde dans son état physique. Je pense que si tu mets Ceballos, tu conserves un peu plus le ballon, tu as énormément de qualité, il peut casser les lignes, mais il peut aussi conserver la balle. Je pense que tu fais plus mal dans ce système avec lui en tant que titulaire qu'avec Valverde actuellement. En tout cas, contre Séville, moi, c'est le choix que je ferais pour ce petit ajustement-là. Mhm. Mais en même temps, moi, les latéraux me font tellement flipper que je me dis qu'un Valverde qui va faire 20 000 courses, même s'il est cramé, défensivement, ça. Ceballos récupère énormément de ballons, hein. Il rentre 25 minutes, une demi-heure le match dernier. Je crois qu'il fait 6 récupérations. C'est énorme, hein. Il le fait aussi. Pas à la même vitesse que Fede Valverde, forcément. C'est un TGV contre un TER. Mais forcément, il le fait quand même, quoi. Mhm. Bon, dites-nous un petit peu, vous, dans les commentaires, là, le 11 que vous alignerez, notamment Valverde, est-ce que vous le mettez ou est-ce que vous lui laissez, vous l'accorder un peu de repos? Bon, après, défensivement, je pense qu'on est d'accord, hein, ce sera la même défense que lors de la finale, hein, pas de doute à ce niveau-là. Bon, on a fait le tour, hein, de cette petite preview. Merci Rota, merci à tous d'avoir écouté C'est la vidéo jusqu'au bout. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se retrouve demain, samedi, pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti, puis dimanche évidemment pour le match. Allez, ciao! Ciao.